Bonjour et bienvenue donc à cette vidéo d'algèbre linéaire. Notamment ici, donc on va voir alors la matrice d'une application linéaire. On va voir aussi donc alors la formule de changement de base, donc concernant bien sûr une autre base. Et on va voir aussi donc le care de l'application linéaire. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Alors je prends bêta, E1, E2, E3, une base de R3. Donc R3 c'est un espace vectoriel de dimension 3. Et donc je prends une base E1, E2, donc pas forcément la base canonique. Et je prends phi, l'application linéaire telle que phi de E1 égale à E3, phi de E2 égale à moins E1 plus E2 plus E3, et phi de E3 égale à E3. Alors, premièrement, on demande de déterminer la matrice A de phi dans la base bêta. Puis après, on demande de déterminer ker de phi. Ensuite, eh bien, dans la deuxième question, on pose F1, donc E1 moins E3, F2 égale à E1 moins E2, et F3 égale à moins E1 plus E2 plus E3. Alors, on demande de calculer E1, E2, E3 en fonction de F1, F2 et F3. Et enfin, il s'agit de démontrer que B' ici, qui est constitué de la famille F1, F2 et F3, on se demande est-ce que c'est une base. Pour la troisième question qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo, alors, calculer phi de F1, phi de F2, phi de F3 en fonction de F1, F2 et F3. Eh bien, écrire la matrice B de phi dans la base B' et trouver la matrice de l'application phi1. Enfin, donc on pose P égale 1, 0, moins 1, 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 1. Alors, vérifiez que P est une matrice inversible et calculez P-1. Alors, quelle est la relation entre A, B, P et P-1? Très bien. Bon, donc avant de commencer cet exercice-là, je vais vous faire un petit rappel bref sur l'application linéaire et notamment la matrice d'une application linéaire dans deux bases différentes. D'accord? Très bien. Allez, on y va. Donc, si je prends F, alors je prends E, un espace vectoriel, dans la base, alors je vais prendre E1 jusqu'à En. Donc, une base de E. Donc là, base de E. Donc avec E est un espace vectoriel. Je vais prendre aussi donc un autre espace vectoriel F qui va être l'espace d'arrivée et je vais lui donner donc une autre base. Alors je vais appeler donc Fm ici, base de F. Et je vais prendre phi ou bien F, alors petit f ici, de E, alors minute donc de, alors celle-là je vais l'appeler B. Et celle-là, je vais l'appeler B'. Donc, munir de la base B. Et là, vers F, qu'on va munir de la base B'. Et donc, ça, c'est une application linéaire. Eh bien, cette application linéaire, elle est complètement déterminée si je connais, donc, si je connais, donc, alors, si, alors, je connais, alors, on connaît, si je connais, donc, F de EI, quel que soit i allant de 1 jusqu'à n, si je connais donc l'image de chaque E1, donc E1, E2 jusqu'à En, eh bien, j'aurai déterminé entièrement l'application linéaire f. Ce qui est le cas ici, donc vous allez voir ici, qu'on a défini l'application linéaire phi juste à partir de la détermination ou bien de la donnée des images de E1, E2, E3, donc les éléments de la base. Eh bien, si j'arrive à donner la forme de chaque FEI, j'aurai déterminé entièrement mon application linéaire. Et donc, c'est pour ça, on va voir ici, par exemple, eh bien, il s'agit donc de chercher la matrice, on va voir que F, on peut le représenter donc par une matrice dans les deux bases. Alors, cette représentation graphique, alors je ne vais pas la détailler ici, donc elle est de la façon suivante. Donc, je vais marquer la matrice. Alors, la matrice de F dans les deux bases B, B', donc la base de départ et la base d'arrivée. Donc, comment on obtient ça? Donc, ça va être une base dans laquelle
Eh bien, ici, qu'est-ce que je mets ici? Eh bien, je vais exprimer ici phi, bien, f ici, pardon, f de E1, f de E2, jusqu'à f de En. Donc, f de E1, je l'exprime dans la base F1 jusqu'à Fm. Donc, la base d'arrivée. Donc, f de E1, bah, ça va être écrit en fonction de F1 jusqu'à Fm. F de E2, ça va être écrit en fonction de F1 jusqu'à Fm, etc. Et donc, cette façon-là, bon, je vais l'écrire A1, si vous voulez, etc. Et donc, cette matrice-là, eh bien, regardez bien, faites bien attention. Donc, j'ai l'application F qui va dans l'espace vectoriel, ici E, puisque là j'ai n de dimension n, et là qui va dans un espace vectoriel de dimension n, parce que là j'ai la base n. Eh bien, regardez la matrice que j'obtiens ici, faites bien attention, c'est l'erreur courante. Alors, je n'obtiens pas une matrice, alors, cette matrice-là, elle appartient à M, c'est pas NM, mais plutôt MN. MN de K. Donc, les lignes, ça va être M, et les colonnes, c'est N. Donc, il faut bien inverser ici. Donc ça, c'est une erreur. On considère toujours que le fait que f il va de E de dimension n vers f de dimension m, la matrice, ça va être une matrice nm. Non, c'est le contraire, c'est la matrice mn. Voilà, donc voilà la raison, parce que E1, ben, ça va être écrit dans la base E1 jusqu'à EM, donc je vais avoir ici m lignes. Et les colonnes, ça va être le nombre des éléments de cette base-là. Très bien, donc voilà comment on obtient la matrice d'une matrice. Voilà, et donc pour le moment, je peux faire tranquillement la première question. Et on verra si on a besoin d'autres rappels à vous faire. Allez. Eh bien, on va appliquer cette méthode-là pour trouver... Alors là, on a de la chance ici, puisque c'est un endomorphisme, et j'ai la même base donc dans l'ensemble de départ, enfin dans l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Alors, je cherche la matrice A de phi. Eh bien, donc, j'ai mon R3, elle est munie de la base B, bêta. Et donc, pour trouver alors la matrice de phi dans les bases B, B, alors, on ne va plus écrire ça, mais on va écrire une seule. Pour les endomorphismes, on écrit une seule fois puisqu'il s'agit, alors lorsqu'il s'agit bien sûr de la même base dans l'espace de départ et l'espace d'arrivée, et donc je marque donc la matrice de phi dans bêta, et bien par définition, bah, ça va être alors phi de E1, alors je vais marquer les coordonnées de phi de E1, phi de E2, phi de E3, et je vais les exprimer donc dans la base E1, E2 et E3. Et ça, elle est donnée directement par la consigne. Alors regardez bien, phi de E1 égale à E3. Donc phi de E1 égale à E3. Ça veut dire il n'y a rien pour E0, il n'y a rien pour E2, il n'y a que 1 pour E3. Donc phi de E1 égale à E3. Phi de E2, elle est exprimée en fonction de E1, E2 et E3. Alors pour E1, ben, j'ai moins 1. Donc phi de E2, là j'ai moins 1. E2, bah, j'ai 1, et là, c'est 1 pour E3. Alors, phi de E3 bah, égale à E3, c'est comme phi de E1. Bah, ça veut dire, il n'y a rien pour E1, il n'y a rien pour E2, mais il y a 1 pour E3. Et donc, cette matrice-là, bah, c'est la matrice que l'on demande ici. Et bien, cette matrice, c'est la matrice A. Voilà, et bien maintenant on va chercher, donc on demande de déterminer ker de phi. Alors, ker de phi, ben, par définition ker de phi, ou le noyau de phi, ben, c'est l'ensemble des x qui appartient à R3, tel que, eh bien, phi de x égale à 0, mais le 0 de R3. Et donc, c'est pas pour rien qu'on a demandé la matrice, donc on va s'exprimer maintenant. Donc, je sais très bien que cette application-là, dans la base bêta, ben, on a une forme donc, qui s'exprime avec la matrice A. Et donc là, je peux l'écrire de la façon suivante.
ce sont des triplés x, y, z qui appartiennent à R3. Ben, cette fois-ci, donc, je vais remplacer phi. Bien sûr, alors là, ce sont les coordonnées dans la base bêta. D'accord? Ben, tel que, alors, A de x, y, z égale 0, 0, 0. Et le A, c'est exactement ça. Eh bien, donc à partir de là, ben, j'obtiens le système suivant. Donc ça, c'est équivalent à dire, donc j'obtiens, alors, cette matrice-là, ben, je vais avoir alors, la matrice 0, 0, 1, moins 1, 1, 1, 0, 0, 1, appliqué à x, y, z, pour avoir 0, 0, 0. Voilà, et donc à partir de là, ben, je vais juste devoir résoudre. Alors ce système-là, ben, je peux l'écrire encore une fois. Donc c'est équivalent au système suivant. Donc, regardez bien, alors la première ligne fois cette colonne-là, donc 0 fois x, moins 1 fois y, donc moins 1 fois y, alors moins 1 fois y, ça fait moins y, et 0 fois z, ça fait 0. Donc je vais obtenir moins y égale à 0. Alors pareil là aussi, ben, je vais obtenir aussi y, alors 0 fois x ça fait 0, 1 fois y ça fait y, et 0 fois z ça fait y. Donc je vais obtenir encore y égale à 0. Et la troisième, j'ai 1, 1, 1, ça veut dire x plus y plus z égale à 0. Donc x plus y plus z égale à 0. Et donc ce système-là, ben, à partir de là, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire simplement que ça me permet de dire que y est égal à 0. Ça veut dire, c'est par hasard, j'ai x, un triplé x, y, z, qui est dans le noyau de phi, ben, forcément le y est égal à 0. Et donc le fait que y est égal à 0, donc là, je peux supprimer y ici. Et donc j'obtiens x plus z égale à 0. Donc x plus z égale à 0. Et là, à partir de là, ben, je peux dire soit x égale à moins z ou z égale à moins x. Hein, ben, je peux dire là, z égale à moins x. Comme ça, ça me permet d'avoir juste le x. Donc ça veut dire, si j'ai x, y, z qui est dans le noyau, eh bien forcément, le y est égal à 0. Et par contre, la première composante est égale à l'opposé de la troisième composante. Donc je vais continuer la résolution ici. Eh bien, je vais effacer par là. Donc, alors, à partir de cet instant, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire tout simplement que mon x, y, z, qui est dans le noyau, x, y, z, qui est dans le noyau, ben, je peux l'écrire de la façon suivante. Donc, le x, ben, je peux le laisser x. Le y, ben, on avait dit que c'était 0. Et le z égale à moins x. Qui veut dire quoi? Eh bien, je peux mettre x en facteur. Et là, je vais avoir 1, 0, moins 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque élément qui est dans le caire, qui est dans le noyau, eh bien forcément, bah, il s'écrit, voilà, il est, si vous voulez, donc il est proportionnel à ce vecteur-là. Ce vecteur-là, bon, je peux l'appeler par exemple égal à U. Et donc, qui veut dire que caire de phi, ben, il est engendré vect de U. Elle est engendrée donc par ce vecteur-là. Et comme ce vecteur-là, il est non nul, ben, cela veut dire que, voilà, que U est une base de caire de phi. Ben, je peux dire même, donc c'est pas demandé ici, je peux même dire que la dimension du caire de phi égale à 1. Donc voilà comment j'obtiens donc le noyau de phi. Très bien, alors maintenant je vais passer donc à la deuxième question. Donc la deuxième question est la suivante. Allez. Alors la deuxième question. Alors la deuxième question ici, qu'est-ce qu'on a là? Donc on va introduire
une autre famille de vecteurs. Donc il s'agit de la famille F1, F2 et F3. Donc avec cette façon-là. Donc j'ai F1, alors j'ai F1 qui est égal, alors E1 moins E3, j'ai F2 qui est égal à E moins E1 plutôt ici alors. F2 donc c'est E1 moins E2. Et j'ai le F3 qui est égal à moins E1 plus E2 plus E3. Voilà, donc comment on obtient ça? Et alors, la question qu'on se pose ici, eh bien, c'est de chercher E1, E2, E3 en fonction de F1, F2 et F3. Donc F1, F2, donc j'ai F1 en fonction de E1, E2 et E3, pareil, F2, et bien c'est le contraire. Ben, ça veut dire donc ici, eh bien tout simplement, on va résoudre le système avec E1, E2 et E3, c'est des inconnus, avec F1, F2, F3, ils sont connus. Très bien. Alors, pour cela, le premier constat que je fais ici, eh bien, je vois ici E1 moins E3, E1 moins E2, moins E1 plus E2 plus E3. Bah, si je fais alors, je vais appeler ça L1, L2 et L3. Alors, si j'additionne les trois lignes, donc je vais faire ça, plus ça, plus ça. Je constate automatiquement le fait que j'ai moins E3 ici, bah, ça va s'annuler avec E3 là. Le moins E2 ici, ça va s'annuler avec le E2 ici. Donc je vais récupérer que E1. Ça va me permettre d'avoir E1 en fonction de E2, E3, d'avoir E1 en fonction de F1, F2 et F3. Donc ça c'est très simple pour la première partie. Donc là, ça permet de dire que, alors si je fais L1 plus L2 plus L3, ben, j'obtiens la chose suivante. Donc je vais obtenir F1, F2, F3. Donc F1 plus F2 plus F3 égale, donc E1 plus E1, bah, ça fait E1 plus E1, ça fait 2E1, moins E1, bah, ça va faire E1. Ensuite, je vais avoir moins E3 plus E3, ça va faire 0. Moins E2 plus E2, ça va faire 0 aussi. Donc du coup, E1 ici, eh bien, je vais tout simplement avoir E1 égale à F1 plus F2 plus F3. Donc voilà pour E1. L'histoire de E1 est terminée. Alors je vais voir maintenant E2. Alors comment je fais pour avoir E2? Donc là, alors le E2 je l'ai ici et je l'ai là. Or, alors, si je prends là par exemple cette équation-là, dans la L2, je connais déjà E1 en fonction de F1, F2 et F3. Eh bien, je peux avoir facilement E2, puisque là j'ai F2 ici. Si je prends ces deux, donc le L2 ici, ça me permet d'avoir quoi? Ça me permet de dire que, alors, je vais avoir F2 égale à E1 moins E2. Eh bien, j'ai juste à faire passer le E2 de ce côté-là et le F2 de ce côté-là. Donc, de cette façon-là, je vais avoir E2 ici, et bien là, je vais voir F2. Et donc, je remplace maintenant E1 par son expression ici. Et donc, l'expression de E1, ben, c'est F1 plus F2 plus F3. Ça, c'est E2. Et puis après, moins F2. Et donc, je barre ça avec ça. De cette façon-là, ben, je vais avoir E2 qui est égal à F1 plus F3. Eh bien, alors, donc j'ai E2 est égal à F1 plus F3. Voilà, et donc il nous reste enfin le E3. Donc on a fini avec le E2, ben, il nous reste le E3. Alors le E3 ici, le E3, bon, je peux l'obtenir à partir de L1. Donc le L1, il nous permet de dire que le F1 égale à E1 moins E3. Ben, je vais faire le même travail, donc je vais faire passer le E3 par là. Donc je vais avoir le E3 ici, et là, le F1.
Et je remplace E1 toujours par son expression. J'aurais donc pu le faire ici, ça va donner la même chose. Et donc à partir de là, eh bien E1 on avait dit que c'était F1, alors ça c'est E3 égale à F1 plus F2 plus F3 et puis après moins F1. Donc de cette façon-là, il y a ça et ça qui part pour avoir F2 plus F3. Donc, eh bien, je vais avoir ici le E3 qui est égal à F2 plus F3. Et donc, j'ai obtenu E1 en fonction de F1, F2, F3, E2 en fonction de F1, F3, de F3, donc, et pareil pour E3. Et donc, j'ai bien répondu à cette partie de la question. Ben, il nous reste juste à savoir maintenant, est-ce que la nouvelle famille F1, F2, F3, est-ce que c'est une base? Alors, donc je vais vous rappeler quelque chose ici, qui est très important. Alors, si vous avez donc... Alors, donc un petit rappel très vite, donc un rappel. Une famille génératrice, qu'est-ce que ça veut dire une famille génératrice? Alors, je prends par exemple E, un espace vectoriel. Alors, je vais supposer qu'il est de dimension n, de dimension n. Eh bien, je prends par exemple, allez, E1 jusqu'à EP, une famille d'éléments de O. Très bien. Alors, donc je sais très bien que pour... Alors, cette famille-là est une famille génératrice. Alors, pour qu'elle soit génératrice, alors je vais l'appeler G. Donc, G est une famille génératrice. Si G est une famille génératrice, il faut absolument que P, alors G génératrice, eh bien, il faut absolument que P soit plus grand ou égal à la dimension. Sinon, ça ne pourrait pas être possible. Et en plus de ça, ben, j'ai G génératrice, base, donc cette partie-là qui est génératrice, alors G est une base, équivalent à dire que G génératrice. Mais il faut aussi que le n égale à P. Donc toute famille de cardinal P ou bien de cardinal n génératrice est une base. Et pareil pour les familles libres. Donc si vous avez une famille libre, c'est par hasard là, donc alors, je vais l'appeler L par exemple, une famille libre, il faut absolument que P soit plus petit que N. Et pour une famille libre, soit une base, mais il faut que son cardinal soit égal à la dimension. Alors ici, donc j'ai une base, il faut que G soit génératrice, il faut que N soit P, soit égal à P. Alors, et on va appliquer ça pour cette partie de la question. Alors, en effet, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, là, j'ai le R3, j'ai la dimension de R3 égale à 3. Et j'ai la famille F1, F2, F3, elle est de cardinal 3. Il y a 3 éléments dans cette partie. Eh bien, pour démontrer que cette partie-là est une famille génératrice, ben, il suffit juste de démontrer soit qu'elle est libre, soit qu'elle est génératrice. Pour que F1, F2, F3 soit une base, il faut absolument démontrer soit, donc l'un des deux, pas forcément les deux, soit elle est libre, soit elle est génératrice. Or, d'après la première partie de la question, qu'est-ce qu'on a démontré ici? On a trouvé donc E1, eh bien, donc on peut l'écrire sous la forme de F1, F2, F3. E2 en fonction de F1 plus F3. Et E3, bah, c'est une combinaison linéaire des éléments F1, F2, F3. Bah, qui veut dire que cette partie-là, eh bien, c'est une partie génératrice. Alors, bon, on peut le voir directement comme ça, puisqu'on a pu exprimer chaque élément de la base E1, E2, E3, qui est une base de E3. Soit on peut dire directement, puisque E1, E2, E3, on a pu les exprimer, bien sûr, ou bien ils sont, si vous voulez, donc c'est des combinaisons linéaires des éléments de la base B', qui est F1, F2, F3. Ou bien, bah, si je prends par exemple, soit, alors je peux le faire d'une façon un peu traditionnelle, soit
soit x qui est égal à, alors, soit x un élément de E3, appartenant à R3, pardon. Eh bien, le x, je peux l'écrire sous la forme de x E1 plus y E2 plus z E3. Et oui, donc, puisque E1, ben, on peut l'écrire sous cette forme-là, le E2, on peut l'écrire sous cette forme-là, il n'y a que des F1, F2, F3, et le Z, le E3, ben, je peux l'écrire pareil. Bah, cela veut dire que, en remplaçant E1 par F1, F2 plus 3, eh bien, je peux toujours trouver donc un X' F1 plus Y' F2 plus Z' F3. Et donc, du coup, X, je peux l'écrire sous forme d'une combinaison linéaire de F1, F2, F3. Et de cette façon-là, cela veut dire que F1, F2, F3 est une partie génératrice. C'est une partie génératrice. Et comme ça, son cardinal égale à 3, ben c'est une base. Voilà donc comment on démontre que B' est une base de R3. Voilà donc pour cette première partie. Et donc, on va donc par la suite faire la deuxième partie. À tout de suite.